Bonjour, c'est l'hiver, et si on partait au ski? Si vous répondez oui, c'est que vous faites partie des 7 ou 8% de Français qui ont la chance de pratiquer ce qu'on appelle communément les sports d'hiver. Une infime minorité, pourtant largement surreprésentée dans les médias, des JT aux chaînes d'infos qui font l'ouverture des pistes, des remontées mécaniques, les fins de saison, les restos d'altitude débordés et les inévitables interrogations: aura-t-on de la neige en février? Les mêmes médias qui s'emballent parce que les JO d'hiver seront français. Les souvenirs d'Albertville en 1992 remontent, c'est la grande fête de l'Olympisme. Mais nos montagnes peuvent-elles encaisser une telle opération? Les stations sont-elles prêtes? Et surtout, les habitants ont-ils seulement été consultés? Vous verrez que la raison de la candidature unique de la France n'est que très rarement rappelée dans les médias. La neige est-elle éternelle? On aurait pu appeler cette émission comme ça. C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui avec mes deux invités en plateau. Valérie Pommier, bonjour. Bonjour. Vous avez créé en 2017 l'association Résilience Montagne qui milite pour un changement des pratiques touristiques en montagne et des modèles économiques prédominants dans les stations. Mais avant ça, vous avez eu une autre vie puisque vous avez eu une carrière dans le tourisme notamment. Vous étiez chargé de faire la promotion, entre autres, du tourisme en France et notamment dans les Alpes. Eh oui. Et en visio, Eric Adamkiewicz, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en management du sport et développement territorial à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et vous connaissez très bien toutes ces problématiques parce que vous aussi, vous avez eu une autre vie professionnelle, j'allais dire, avant. Entre 2003 et 2014, vous avez été successivement directeur de l'Office du tourisme des Arcs Bourg-Saint-Maurice, grande station de ski française, chef du service tourisme et montagne au Conseil général de la Drôme et chargé de mission montagne pour la ville de Grenoble. J'ai tout dit ? Oui, directeur des sports de la ville de Grenoble aussi au milieu. Mais... Et on ajoute alors directeur des sports pour la ville de Grenoble. On va lancer cette émission avec BFM TV qui a adoré l'ouverture des premières stations de ski. C'est le moment où tous les ans, je dis que la montagne est belle. En tout cas, elle est en train de se faire belle pour accueillir les 10 millions de skieurs qui vont dévaler les pistes dans les stations françaises cet hiver. C'est déjà le jour de l'ouverture à Val Thorens, comme à Tignes d'ailleurs. Avec une semaine d'avance, merci la neige, qu'elle est belle cette neige, Noémie Vira. Ici, on est vraiment au cœur de la station, à 2300 mètres d'altitude. Je suis avec Florent Gouget, qui est responsable de la centrale de réservation à Val Thorens. Vous m'avez dit que le taux de réservation est supérieur à celui de l'année dernière. Comment on explique cet attrait pour la montagne? C'est vrai que c'est quand même assez cher, un forfait ski pour une semaine pour un adulte. C'est 375 € pour les 3 balais. Je pense que la passion pour le ski, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Et effectivement, les stations commencent à jouer le jeu, à essayer d'innover, de trouver d'autres alternatives que le ski. Ça fait du bien, ces images, même d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au ski. Noémie Vira fait l'ouverture à Val Thorens. Elle est déjà équipée. Mais oui, premier de cordée avec Tignes pour les stations françaises. Merci l'altitude. Noémie, c'est tout l'écosystème de la montagne qui se réveille aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, me voilà déjà presque totalement équipée. Il ne manque plus que les chaussures de ski. Alors ça y est, la totale. J'ai la veste, les moon boots, le pantalon et même le casque avec les étoiles. C'est ça la tendance cette année, c'est le rose. Allez. On est sur un budget de combien ? Là, ce que vous portez, on est sur 250 € pour la veste rose que vous avez. Et sur le croc-top doudoune, on est à 225 €. Noémie est arrivée à Val Thorens avec un petit peu d'avance. Elle a pris le train hier, elle est descendue à Chambéry. Et elle est allée au resto à Val Thorens. Regardez ce qu'elle a mangé. Voilà, elle nous a envoyé ça. Et pourquoi on vous montre ça? Parce que demain, Noémie sera chez un producteur de raclette. Un petit peu de sport, on va dévaler les pistes maintenant avec vous. Oui, je suis avec des mordus de ski ce matin qui trépignent d'impatience. Ils n'attendaient qu'une chose, c'est de rechausser leur spatule. Alors, je suis avec Julia et ses enfants. Julia, bonjour. Alors, impatiente de retrouver la poudreuse aujourd'hui? Alors, si vous voulez continuer de suivre les aventures de Noémie à la montagne, donc c'est sur BFM. Ça, c'est sur une seule matinée. Je voudrais qu'on s'arrête sur plusieurs éléments. D'abord, ce premier chiffre qui est donné au tout début par le présentateur de BFM TV qui dit 10 millions de skieurs attendus sur les pistes. Ce chiffre, en fait, ne concerne pas que les Français. Non, si on estime 7% de skieurs environ, il y a plusieurs chiffres qui se recoupent, mais si on estime les 7% de Français qui skient, on se demande quels sont à chaque fois les vrais chiffres. Quelquefois, on entend du 26% de Français qui skient, du 15%, on ne sait pas trop. Mais Eric, c'est un spécialiste des chiffres et des matières de la France, qui serait la première destination en matière de tourisme. Alors, Eric Adamkiewicz, sur ce chiffre de 10 millions? Oui, c'est à peu près ce qu'on évoque pour l'ensemble des
et partant à la montagne, français et étrangers. Mais souvent, on parle des 10 millions de séjours générés. C'est-à-dire qu'en fait, les données précises entre ceux qui viennent à la semaine et ceux qui viennent en excursionniste à la journée, on a toujours du mal à sortir des chiffres qui soient vraiment très précis. C'est une spécialité française, ça aussi, de ne pas avoir un niveau d'observation et des chiffres qui soient objectivables. Mais alors du coup, le chiffre de 7 ou 8% que j'ai donné au début de l'émission et qui est communément repris pour parler des Français qui partent au ski, c'est un chiffre plutôt juste ? C'est un chiffre qui est issu de l'étude du CREDOC et qui date de 2010, avec toute une méthodologie qui est tout à fait vérifiable. On serait entre 12% des Français qui partiraient à la montagne sur une période de 3 ans, mais ceux qui sont vraiment des skieurs réguliers, on serait entre 7 et 9% en fonction des années. Dans le sujet de BFM, on a quand même un aperçu des coûts. On rappelle le coût des forfaits. Alors c'est Val Thorens, donc c'est une très grande station évidemment, donc les tarifs sont élevés, mais quand même, on a le coût de la tenue qui est exorbitant, parce que pour 2 vêtements, on est quasiment à 500 € et on n'a pas encore les skis et les équipements, j'allais dire, techniques. Comment on explique que des télés fassent ces directs tous les ans en permanence, alors que ça concerne une minorité de privilégiés, même si le journaliste de BFM le dit, ça fait aussi du bien à ceux qui n'ont pas la chance de partir au ski. Ah oui, ça fait du bien de voir des belles images d'ultra riches qui vont dévaler des pentes quelques heures par jour, parce que finalement le ski aujourd'hui, on ne skie plus tant sur les pistes, on fait beaucoup d'à côté. On va dire qu'il y a des lobbies qui font très bien leur job. Il y a les lobbies du ski qui sont hyper performants, qui depuis des années sont infiltrés dans beaucoup de domaines. On croit en février, quand on voit les journaux télévisés, que toute la France part au ski parce qu'il y a des bouchons dans les Alpes. On ne parle pas des habitants qui vivent dans les vallées les plus polluées de France, même avant Paris. Pour 7% de Français qui skient, on ne parle pas des avions qui arrivent toutes les 7 minutes au Bourget-du-Lac, à Aix-les-Bains, qui arrivent d'Angleterre. On fait croire en fait que c'est la culture ski comme on aurait pu l'envisager lors des premiers plans neige. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Les territoires globaux en montagne en France, si on prend tous les territoires de montagne, c'est 22% du territoire. On n'est pas comme la Suisse et l'Autriche, qui sont des territoires 100% alpins, qui est peut-être plus un ADN à se dire on est vraiment un territoire alpin, ski. En fait, c'est une com qui est hyper rodée depuis des années. Et puis derrière, il y a beaucoup de sous. Les personnes qui vendent j'ai pas vu la marque des skis, des chaussures et puis des blousons à 250 x 2, ça va être 500 €. Je sais pas si Eric il a vu les marques, mais tout ça est rodé depuis longtemps. Et là on est depuis octobre dans une communication pro tout ski en station. Les premiers flocons de neige qui tombent, on a l'impression qu'on croule sous 2 mètres de neige, alors que, par exemple, jusqu'hier, il neigeait à 2600 mètres d'altitude. Donc, tout a été lavé. On a plutôt aujourd'hui des montagnes qui s'écroulent de trop d'eau suite à trop de sécheresse cet été. La communication territoriale et marketing territorial sont très bien faits. On vend de la neige à partir d'octobre pour que les réservations s'enclenchent dès Noël. Donc on met en place tous des systèmes de rhétorique qui fonctionnent bien. Les intégrateurs, on va dire les fabricants de skis, chaussures, matériel, ont intérêt que tout soit vu à partir d'octobre pour faire croire qu'il neige. On a des présentateurs météo qui ont des rhétoriques aussi de la météo neige, par exemple. Moi, j'avais lu il n'y a pas très longtemps que c'est l'Association nationale des maires de stations de montagne, qui pour moi est un lobby qui travaille pour ses propres intérêts, qui remonte l'info aux présentateurs météo pour parler de la météo neige. Il faut préciser sur la météo neige, parce que du coup, on a cherché, elle n'existe quasiment plus. Il y a encore CNews qui en fait quelques-unes de temps en temps. Mais c'est vrai que dans les météos post-JT, dont on a l'habitude, que ce soit France 2 ou TF1, elle a disparu maintenant, cette météo neige. Peut-être justement parce qu'ils se sont rendus compte que leur public n'était pas là. Mais... tant mieux. Tant mieux. En fait, on fait croire, on fait beaucoup. On a toutes les webcams, les sites internet de toutes les stations qui présentent de la neige. Hier ou avant-hier, le Grand Bornand, par exemple, a présenté sa nouvelle page de couverture. Sur sa page Facebook, on arrive à plein de neige. Du coup, moi, par réflexe, je vais voir la webcam. On est plutôt dans la boue. Mais c'est dommage, en fait, parce qu'on crée toujours ces imaginaires de ski, de neige et de tourisme d'hiver. Je me demande bien dans les quartiers défavorisés ce qui se passe quand on regarde BFM, où est-ce qu'on sait qu'il n'y a que 7% des Français qui skient ? Est-ce qu'on se dit qu'on est un fantôme à ne pas aller skier ou quelqu'un en marge de la société quand on ne va pas skier
dans des stations où on a bientôt 80 € le forfait la journée. Je me pose des questions quand même. Éric Adamkiewicz, quand vous travailliez pour les Arcs Bourg-Saint-Maurice, est-ce que ça faisait partie de votre travail de faire venir les journalistes ? Bien sûr, ça faisait partie du travail et de présenter notamment toutes les nouveautés des saisons. Moi, je suis arrivé aux Arcs en 2003, au moment où il y avait la liaison avec la Plagne et Paradis Ski qui était mise en œuvre, avec le Vanoise Express. Donc, on a fait beaucoup de repas de presse et beaucoup d'informations avec la presse. On avait tapé notre record, je me souviens, à l'époque, au niveau du passage des journaux télévisés, parce que c'était des moments très, très forts. Puis on a vu la construction d'un autre village aussi qui était 1950 qui débutait. Donc oui, on accueillait beaucoup de journalistes. Et ça marche comment ? Est-ce que c'est des voyages tout frais payés, c'est-à-dire vous payez les repas, les hôtels, ou certains disent oui, certains disent non Alors globalement, les journalistes tourisme et des rubriques tourisme, c'est prise en charge à partir de Paris, TGV, hôtel, resto, et puis prise en charge de ce qui se passait pendant les 3 ou 4 jours sur site. Je tiens à préciser que ceux qui étaient les plus faciles, entre guillemets, c'était les journaux télévisés. Puisque les journaux télévisés, en général, ils débarquaient, ils nous disaient « Ah, on est sur site ». Donc, ils se débrouillaient, ils étaient autonomes, quelles que soient les stations. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est Jean-Pierre Pernaut sur le 13h qui disait « Moi, j'envoie personne en station, sauf s'il y a un dossier très particulier, parce que c'est pas ma clientèle. Le 13h de TF1, c'est pas la clientèle qui ira au ski, donc il y aura personne. » Et sinon... Donc vous saviez que le 13h de TF1, en tout cas sous l'ère Pernaut, ne viendrait pas chez vous, quoi. Oui, mais enfin, déjà, il y avait plein de demandes autres. Et puis surtout, j'insiste sur les télés, c'était les plus faciles à donner, à nous prévenir au dernier moment, dire on est sur site, est-ce qu'on pourrait vous voir 10 minutes, ou faire quelques rushs. C'était pas les plus pénibles. Le plus pénible, c'est celui qui vient et qui vous appelle en disant mon fils est en vacances à Pézé-Valandry. Je suis journaliste dans un grand bureau de presse, est-ce que je peux avoir des forfaits ? Ah ouais, ça existe carrément. Bah oui, non, mais ça c'était monnaie courante. Et donc juste qu'on fasse bien la distinction, on est d'accord que les journalistes des JT n'étaient pas, eux, tout frais payés dans les stations. Ah ben non, ils arrivaient, ils débarquaient et ils nous prévenaient vraiment au dernier moment. C'était une grosse différence. Mais parce que souvent, ils faisaient des tours entre plusieurs stations, donc ils s'étaient organisés en amont. Il y a une autre formule qui est intéressante dans le sujet de BFM TV, je crois que c'est encore le présentateur qui le dit, il dit « tout l'écosystème de la montagne se réveille », comme si l'écosystème était seulement, finalement, économique. On oublie tout le temps qu'en montagne, s'il y a un écosystème économique, il y a des habitants qui habitent à l'année, ce sont des territoires de vie, probablement moins actifs selon les secteurs d'activité encore. Hein. Ça dépend des spécificités territoriales d'où on est, dans quel village ou dans quelle station. On ne parle pas de la même activité dans le fin fond de la Tarentaise, à Val d'Isère ou en fin fond de Maurienne, que sur des villages-stations, on va dire, qui sont à moyenne ou basse altitude. Mais on oublie toujours d'expliquer en fait que sur ces territoires de montagne, il y a des habitants qui vivent pas forcément du tout ski, ou même qui peuvent pas skier, même sur les territoires. Il y a des gens qui sont proches. Est-ce qu'on dit qu'Annecy, par exemple, est en territoire de mi-montagne ? Ça dépend d'où on est dans le monde. Il y a beaucoup d'Annéciens qui peuvent même pas aller skier, alors que la première station est à une demi-heure de route. Je voulais revenir aussi sur la presse. Il y a des promoteurs immobiliers qui vendent de la résidence de tourisme très haut de gamme, très très haut de gamme. On est à 15, 16, 17 000 € du mètre carré, qui font des voyages de presse tout frais payés dans les résidences de tourisme, où tous les journalistes arrivent, sont dans des chambres ou des appartements hyper luxe, tout frais payés pour faire la promotion donc et de la résidence de tourisme et finalement du village où on est, puisque c'est tout un écosystème, en passant par le loueur de ski qui équipe tout le monde, la tenue ultra glamour pour les jeunes filles qui ont envie. Et ça existe encore. Qu'on se rende bien compte, 17 000 € du mètre carré, c'est énorme, puisque le prix moyen à Paris, qui est l'une des villes les plus chères de France, c'est 10 000 € du mètre carré. Alors oui, on a des prix qui sont révoltants pour les populations. En fait, on parle toujours de cette économie de ruissellement du ski qui, si elle existait, si l'économie de ruissellement existe, ce que moi personnellement je ne crois pas, mais ce serait un échec sur les territoires de montagne. Plus on construit de lits touristiques qui peuvent monter à 40-50 000 € du mètre carré à Val d'Isère, plus on construit ce type de lit touristique,
plus on perd des habitants sur le territoire qui ne peuvent plus se loger sur le propre territoire qui dit vivre du ruissellement du ski. Les moniteurs, s'ils ne sont pas issus de la station et pas issus d'une famille fortunée qui avait du foncier, donc potentiellement des rentes à court terme immobilières, ils n'habitent pas en station. Les saisonniers, on parle toujours des 120 000 emplois du ski. Dans ces 120 000 emplois, combien il y a de saisonniers qui vivent dans une caravane ou en fond de vallée, qui se tapent des pendulaires dans les bouchons en février? Je ne crois pas qu'on ait vraiment les chiffres. S'il y a une économie de ruissellement du ski, elle est totalement en échec pour les habitants des territoires, sauf une poignée qui ont des rentes à court terme immobilières ou sur plusieurs magasins, puisqu'il y a des héritages qui se transmettent. Ça ne fonctionne pas du tout. Et oui, les prix du mètre carré, en fait, sont fixés par cette libéralisation des prix sans commune mesure qui avoisinent des prix, mais de dingue. On peut avoir du 15 000, 14 000 euros du mètre carré dans des villages-stations. Donc on ne parle même pas de ces ultra niches de ski à 30 000 euros, mais dans des villages qui sont des bassins de vie. Des gens s'en vont. Donc en fait, on peut faire une culbute immobilière il y a 20-25 ans, par exemple. J'ai vu des gens de Courchevel, par exemple, dont les parents ont vendu des trucs fous. Et aujourd'hui, dont les enfants sont à l'OPAC, à Albertville. Déjà, quel gâchis, quel dommage. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent, en fait, et comment on répartit cet argent? Tant qu'on n'aura pas de régulation du prix du foncier en station, plus on aura une ultra-libération des prix, une libéralisation des prix qui tient le modèle, donc l'immobilier uniquement, en fait. On ne fonctionne que sur ce modèle immobilier. Eric Adamkiewicz, on ne parle jamais très rarement en tout cas de cette problématique. Est-ce que les stations aujourd'hui, les villages-stations, les villes-stations dont on parle depuis tout à l'heure, sont devenues des zones de luxe réservées aux ultra-riches? Alors, pour ce qui est de l'hiver, en fonction des stations, parce que si on parle de Courchevel, Val Thorens, Megève, ça n'a rien à voir avec la Poudalos, avec Uzes, même tout ce qui va être au niveau des Hautes-Alpes, qui doivent être, paraît-il, se développer grâce aux Jeux Olympiques. Mais on a une population, oui, sur les 7% de Français, et d'étrangers, parce qu'après, il y a des étrangers qui viennent, ils ne sont pas non plus parmi les plus défavorisés de leur propre pays. On est sur une niche, une vraie niche dans laquelle il y a des ultra-niches. Et même quand vous prenez une station comme Courchevel, qui a été conçue au départ du plan Neige, et même avant le plan Neige, pour être une station populaire, vous avez des grosses différences entre 10 sur 50, 1550, le Prat, Bosel aujourd'hui. Donc, c'est une suite de niches très spécifiques avec une clientèle plutôt moyenne gamme et plutôt sup. De 7%, faut quand même avoir un petit peu des moyens. Et là encore, des fois, on voit circuler des chiffres assez hallucinants, hein, y compris dans la commission des finances de l'Assemblée nationale, où on explique que 56% des clients ont un revenu fiscal inférieur à 36 000 euros par foyer fiscal après impôt. Je pense que ceux qui colportent ces textes, ces chiffres, n'ont pas une notion de ce que ça représente, 36 000 euros par foyer fiscal après impôt. C'est-à-dire, pardon. C'est-à-dire que si on est sur un foyer fiscal, ça veut dire que les deux, ils n'ont pas plus de 36 000 après les impôts. Donc, un salaire d'un cadre moyen, il va être autour de 35 à 40 000 euros pour lui tout seul. Donc, on va être sur des familles qui vont être entre 50 et 60 000 euros. 36 000 euros, un SMIC chargé, c'est 25 000 euros. Donc déjà, vous voyez bien ce que ça représente pour une population. Donc oui, on va être sur des niches. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'en fait, le diagnostic, on l'a depuis 50 ans sur ce problème immobilier. On l'a depuis 50 ans avec déjà des lits froids et des problématiques qui ont amené Valéry Giscard d'Estaing à faire le discours de Val-Louise, à dire on va arrêter de construire en montagne parce qu'il y a déjà trop de lits. Et ce qui est assez saisissant, même si on n'arrive pas à avoir des chiffres précis, c'est qu'en 75-78, on arrive globalement à estimer à 350 000, 375 000 lits touristiques construits en montagne, avec 150 000 lits qui avaient été créés entre 1971 et 1975. Et aujourd'hui, on estime, on n'a pas de chiffres précis, on estime qu'on est entre 2 400 000 et 3 400 000 de lits
touristiques dans les territoires de montagne. Heureusement qu'on a arrêté de construire grâce aux procédures UTN d'ailleurs. Et sur ce nombre de lits, on en a 50% qui sont utilisés moins de 3 semaines par an, ce qu'on appelle des lits froids. Donc on a trop de lits. On a trop de lits en montagne, on n'a plus assez de clients. Et pour terminer sur un chiffre qui est assez parlant, c'est que la saison 2021-2022 a été une saison considérée comme d'anthologie, celle qui a suivi la période de confinement et la Covid. Il y avait un remplissage moyen de 69%. 69% de remplissage moyen, et on parle que principalement des lits commercialisés, donc des 50% de lits chauds. Donc on est sur une économie qui ne fonctionne que par l'immobilier, en fait. Le tourisme remplit l'immobilier. Ça veut dire quoi, Valérie Pommier? Ça veut dire que c'est une économie qui est en train de mourir et qui ne le sait pas, ou qui le sait et qui ferme les yeux? L'industrie du ski est en péril, complètement, par tout un tas de facteurs physiques, réchauffement climatique, etc. Aujourd'hui, une inflation de dingue et qui ne tient que par subventions publiques. C'est une industrie qui est perfusée des subventions publiques et de l'immobilier qui finalement, normalement, continue de fournir cette clientèle d'ultra niche qui finalement, quand on est millionnaire, si on perd un peu de sous, on reste millionnaire. Hein. C'est pas très grave en fait. Et c'est uniquement ce modèle-là qui tient un modèle du ski où il y a des habitants qui véritablement vont être plantés un jour. On ne prend pas en compte le réchauffement climatique en disant, on a des études qui nous disent qu'on peut encore skier 30-50 ans, on oublie GIEC, hein, c'est pas bien grave. On fabrique de la neige à des coûts phénoménaux, on ne sait pas prévoir le coût énergétique d'ici quelques années. On a un problème de ressources en eau évident, hein, même dans nos Alpes, on a des jolies cartes postales de forêts et de lacs, mais on est 4-5 mois en alerte sécheresse et en stress hydrique. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Est-ce qu'on la fabrique pour les 7% de Français, ou est-ce qu'on fait gaffe aux bassins versants, aux écosystèmes, à biodive? Et puis, il faut du froid pour faire de la neige. Donc tout ça coûte très très cher. On a ces modèles qui disent, finalement, si ça ne fonctionne pas, on est sur un modèle qui est subventionné par l'argent public. On a les promoteurs qui poussent, parce que les bilans sont quand même pas mal, et puis ça vend bien, pour une clientèle finalement. Donc on a vu très peu de Français, donc tout le monde quand même participe à tout ça. On est sur un modèle où on privatise les revenus et où on mutualise les pertes. Et puis on se dit, si on doit remplir, c'est tellement cher, on a perdu la clientèle de proximité depuis longtemps, on va chercher la clientèle lointaine, d'ultra riches ou de personnes qui peuvent. Donc cette clientèle haut de gamme qui peut remplir nos lits. J'allais vous demander, quand vous faisiez la promotion justement de ce tourisme, j'imagine que vous ne mettiez pas en avant un tourisme bon marché, c'était plutôt pour des clientèles très aisées. Bien sûr, mais quand on dit qu'il faut récupérer le 1% de Chinois, évidemment, 1% de Chinois qui viendraient skier dans les Alpes, ça met des yuan dans les yeux, mais ça ne marche pas d'un point de vue enjeux globaux. On ne parle pas de l'impact carbone, par exemple. Aujourd'hui, on devrait se désolidariser déjà du tourisme, pour ne pas dépendre de cette manne qui est là, mais fragile au vu des enjeux globaux. Dans cette activité touristique, on a une mono-activité du ski qui est ultra dangereuse d'un point de vue cible, qui est ultra carbonée. On continue à gonfler la cible ultra carbonée qui viendra remplir tous ces lits, et puis avoir des paniers moyens un peu plus élevés que les Français, qui peut-être vont faire gaffe en station. Tout le monde se bat pour avoir ça aujourd'hui. Alors que on devrait donc se désolidariser du tourisme, se désolidariser de l'ultra-niche du marché du ski. Et tout ça continue à force de marketing mais ultra performant, avec des promoteurs qui poussent. Aujourd'hui, on a encore des projets de construction de plus de 40 000 lits en Tarentaise, alors qu'on sait qu'on ne doit plus y aller en fait. Mais tout ça pousse. Et puis dessus, du coup, qu'est-ce qu'on nous fait? On nous pond un projet de JO en 2030 qui va bien conforter tout ça avec des belles images de ski, neige et tourisme d'hiver, qui va bien faire croire que tout le monde aime le ski dans une certaine partie de la France qui sont aujourd'hui les Alpes réunies, qui va conforter le modèle carboné des personnes qui vont venir en avion de partout. On ne va pas passer à la rénovation énergétique, qui est un vrai point. Sur les plus de 3 millions de lits dont parle Eric, il y en a les 3/4, c'est les passoires thermiques. On sait que l'enjeu, il est sur la réno. On construit du neuf défiscalisé. Quelqu'un qui achète son appart 40 000 € du mètre carré à Val d'Isère, il récupère quand même la TVA. Ça ne pose pas un problème juste moral et éthique
quand on sait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se loger à des coûts moindres ou même en location. Donc on a un système fiscal aujourd'hui qui permet de défiscaliser sur ce marché d'ultra niche, alors qu'on sait que finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire ? On devrait défiscaliser sur l'ancien et défiscaliser à coût réel la réno énergétique. On n'y va pas, puisque aujourd'hui, on a toute la fiscalité qui est plutôt sur on construit du neuf. Derrière, c'est juste les lobbies de l'immobilier qui disent hop, on ne touche pas à ça. Comme avait dit un préfet il n'y a pas très longtemps, Mme Pommier, quand le BTP va, tout va. On est encore dans ces modèles et ces logiques. Du coup, les récits du ski et les imaginaires du ski sont confortés à fond pour faire croire que tout va bien. Les fabricants de ski qui finalement, je ne dis pas de marque, mais ne fait son chiffre qu'avec 15%, son chiffre n'est représenté que pas 15% par l'activité ski, continue à balancer d'images avec de la neige jusqu'au nez, et rien ne change. Alors, vous m'avez fait la transition parfaite, puisqu'on va parler justement de ces fameux JO qui arriveront en 2030. Coup de chance, ou pas, la France était la seule candidate à l'organisation des JO. Et donc, on va voir les réactions de nos JT. Alors, France Télé sera partenaire de l'événement, donc évidemment, c'est génial. Même si, pour être tout à fait juste, on a eu parfois aussi quelques questions quand même sur l'impact environnemental. On regarde. Les Jeux Olympiques d'hiver organisés en France dans 7 ans. Le CIO a retenu une seule candidature, celle des Alpes françaises. Réaction en Savoie et à Nice, où sera basé le village olympique. Après les Jeux Olympiques de Paris, la France organisera les Jeux Olympiques d'hiver 2030, qui seront d'ailleurs diffusés sur nos antennes. C'est l'un des titres à la une de vos quotidiens. C'est gagné, nous dit le Dauphiné Libéré ou encore Nice Matin, pour qui les Jeux sont faits, car les Alpes françaises sont désormais, c'est vrai, seules en lice. La dernière fois, souvenez-vous, c'était à Albertville en 92. Raviver la flamme. Devant la vasque olympique d'Albertville, on y croit. Surtout Frédéric, bénévole aux Jeux de 1992. Moi, je vois encore comme une très belle aventure. Celle que j'ai vécue pendant les Jeux était tellement formidable que ça vaut la peine d'être vécue. C'est tellement extraordinaire de vivre 15 jours de fête qu'il faut y aller, il faut foncer, quoi. La piste de bobsleigh de la Plagne symbolise bien l'esprit des Jeux d'hiver envisagés. Construite pour les derniers Jeux de 1992, elle sera réutilisée, comme 95% des infrastructures disséminées au nord sur les pôles Haute-Savoie et Savoie et au sud sur le Briançonnais. Seule exception, sur le pôle Nice-Côte d'Azur, une patinoire moderne devrait être créée près du stade. Des Jeux éco-responsables, c'est le maître mot, avec des réaménagements plutôt que des constructions, ou encore des dameuses électriques. Les sceptiques soulignent, eux, la neige qui déjà se raréfie. Réponse du patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chacun des sites qu'on choisit sont des sites qui auront de la neige en 2030. Ensuite, ils sont déjà équipés en neige, donc on n'aura pas d'équipement à refaire. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur cette dernière phrase, parce que je ne l'ai pas comprise personnellement. Quand Laurent Wauquiez dit « ils sont déjà équipés en neige », ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on commence déjà à stocker des tonnes et des tonnes de neige pour les JO ? Non, en fait, aujourd'hui, on va dire, je crois qu'il y a un taux de couverture en neige artificielle qui est chiffré à 45%. Il y a un taux de couverture de 45% sur les domaines. Je ne sais pas si c'est Alpes du Nord, Eric, je crois que c'est... Tout domaine confondu, c'est là où il y a un loup. D'accord. Il y a un loup parce que c'est tout domaine confondu. On met dedans les Pyrénées, les Alpes, Massif central, le Jura, les Vosges, donc forcément ça paraît faible. Alors que les stations altitude, elles sont quasiment toutes équipées à plus de 80%. Pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on skie en France, on skie sur 45% de neige artificielle. Selon les domaines, un fond romeux, c'est 93%. Certaines stations des Alpes sont à 80%. Un domaine de plutôt village des Aravis sont environ à 30%. Mais le projet aujourd'hui de Laurent Wauquiez, et ça a été dit lors de son plan montagne durable expliqué en septembre 2021 au Grand Bournan, j'étais dans la salle, il dit on va augmenter les taux de couverture en neige artificielle jusqu'à 70%, parce que tant que je serai président de région, on va parler ski, neige et tourisme d'hiver. Ne vous inquiétez pas, les copains, on reste solidaires. Il dit bien, en face, il y a tous les lobbies du ski, le syndicat des moniteurs, les maires, les ESF, tout le monde est... Il y a l'Armée Rouge, ils sont tous... c'est les écoles du ski. L'école du ski français, qui est un vaste sujet aussi. Ils sont tous là à en dire super, Laurent nous soutient. Donc c'est juste, on remet un petit coup de perfusion d'argent public. Donc aujourd'hui, le projet est bien d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle sur quasi tous les domaines qui seraient en dessous d'un certain niveau. Ils disent en dessous de 45%, en dessous de 30%, on devrait monter au moins à 50%, c'est à peu près ça, 45-50%.
Aujourd'hui, sans neige artificielle dans les Alpes du Nord, c'est probablement pareil dans les Alpes du Sud, mais je connais bien les Alpes du Nord, sans neige artificielle, on ne peut plus skier aujourd'hui. C'est un fait. Donc on arrive, c'est tout blanc. C'est faux. On a plus de 700 canons à Val d'Isère. Val d'Isère, c'est une station qui se situe à 1800 mètres d'altitude, c'est quand même très haut. Aujourd'hui, on a des canons sur les glaciers, carrément. 700 canons qui tournent au début d'hiver pour emmagasiner, pour fabriquer cette sous-couche dont ils sont très friands, parce que la neige artificielle, c'est plutôt de la glace, quand elle est tassée, elle tient, etc. Oui, en fait, c'est de la glace quasiment pilée, j'allais dire. C'est de la glace, elle tient paillettes, bien, ouais, c'est ça, c'est différent de la vraie neige, et elle craque en fait sous les pieds, c'est du gel. Hein. Aujourd'hui, sans neige artificielle, on ne peut plus skier, c'est clair. Donc, comme ils ont bien compris, alors qu'au tout départ, la neige artificielle était prévue pour faire des liaisons stratégiques de stations, comme un espèce de pansement pour des soucis de liaison. Aujourd'hui, c'est une véritable stratégie pour conforter le modèle du tout-ski partout. On skie sur de la neige artificielle partout, ce qui pose un problème d'eau, d'énergie, biodiversité, écosystème. Alors on va y venir. Eric Adamkiewicz, je reviens sur cette phrase encore une fois de Laurent Wauquiez, mais quand il dit en 2030, nos stations sont déjà équipées en neige, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on stocke ou en fait il dit on est déjà équipé en équipements qui produiront de la neige? On est avec des stations qui sont équipées pour produire de la neige de culture. Ah vous dites neige de culture? Oui, moi je dis neige de culture parce que d'abord il n'y a plus d'adjuvants, mais il y a de l'air, de l'eau, de l'énergie et du froid. Et même si certains fantasment à la production de neige à 12 degrés, je pense que s'il n'y a plus de froid et si on manque d'eau et que le prix de l'électricité continue d'augmenter, on va avoir de multiples problèmes à résoudre. Heureusement, l'argent public est là, comme l'argent public sera là pour les Jeux Olympiques. Petite précision pour la candidature des Jeux, vous avez dit qu'on était la seule nation. Non, il y avait 3 nations qui ont déposé des dossiers. J'allais vous demander de raconter ça parce que justement, c'est pas un hasard si on s'est retrouvé la seule finalement à être sélectionnable. En dialogue, ils appellent ça un dialogue ciblé. En fait, ce qui est assez pathétique, c'est que le CIO s'est tiré une balle dans le pied de mon point de vue. En fait, le deal pour moi, il a eu lieu en juillet. Ils ont dit aux Français, et ça a été reconnu par Renaud Muselier dans un article dans la Provence au mois d'octobre. Président de la région PACA. Dans la région PACA, oui, qui allait présenter le dossier pour les Jeux Olympiques 2034 ou 2038. Et on lui a dit non, pour 2034-2038, c'est mort. Par contre, 2030, c'est possible. Donc, à l'arrache, ils ont transformé un dossier qui était région PACA et Italie pour 2034-2038 à dossier les Alpes françaises 2030. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de perdre 6 ans de travail et de préparation pour les Jeux Olympiques. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire que c'est le CIO qui a imposé la date. Moi, je parle même d'un oukase. C'est soit ça, soit c'est rien. Bon, on va le prendre, même si ça nous met dans le jus. Et puis, il y a l'autre anachronisme, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont présentés comme sobres et respectueux de l'environnement, avec 95% des équipements qui existent. Alors, je vais donner que 2 exemples. Je vais donner l'exemple de la piste de bobsleigh sur laquelle j'ai eu la chance de travailler. J'ai débuté ma carrière sur la préparation de l'usage de la piste de bobsleigh après les Jeux Olympiques d'Albertville 92. La piste de bobsleigh de La Plagne, c'est ce qui a coûté le déficit complet des Jeux Olympiques d'Albertville 92. Prévu à 70 millions de francs, elle a coûté au final 240 millions de francs parce que ça a été mal préparé. Et c'est ce qui a fait que les Jeux n'ont pas payé les Jeux à l'époque, premièrement. Et puis, ça a été aussi intense, ce qu'on a oublié, c'est que 80% des communes olympiques se sont retrouvées surendettées après les Jeux Olympiques de 92. Et pour faire le lien avec l'utilisation respectueuse des équipements qui existent, on va construire 2 patinoires à Nice, alors que dans le même temps, la patinoire de Pralognan, qui est la patinoire olympique destinée, qui a été construite pour les Jeux Olympiques de 92, est un boulet financier pour la commune de Pralognan. Donc en fait, le discours comme quoi on est sur une aide au territoire, il est pipeau. Il est pipeau et même la piste de bobsleigh, ils annoncent qu'ils vont devoir mettre entre 10 et 15 millions, excite Laurent Wauquiez
la course à Val d'Isère, au critérium de la première neige la semaine dernière. Il a annoncé 10 à 15 millions d'euros pour remettre à niveau la piste de bobsleigh, qui a déjà eu 6 millions d'euros en 2007 et qui est déficitaire chroniquement depuis 32 ans. Et ça, le déficit de pendant 32 ans, on oublie et ça compte pas. Et il faut préciser, ça paraît presque anecdotique à côté de ce qu'on vient de dire, mais qu'il y a à peine 100 licenciés de bobsleigh en France. Donc c'est même pas comme si elle était utilisée tous les jours ensuite. C'était quand même important de le préciser. Valérie Paumier, il y a une question qu'on se pose et qui n'est pas rappelée. Pourquoi la Suisse et la Suède ont été écartées par le CIO alors qu'elles étaient elles aussi candidates à l'organisation de ces Jeux? Alors, moi je supposais que c'est parce qu'elles étaient soumises à un référendum. Et l'autre fois, je participais à une interview où effectivement un spécialiste de l'olympisme annonce la France est privilégiée parce qu'effectivement, les dossiers suisses et suédois sont soumis à référendum et votation, donc écartés de facto. C'est complètement fou. Et j'apprends après, dans le même temps, dans un article, que si la Suisse voulait les JO en 2038, alors il faudrait qu'elle promette au CIO qu'elle ne soumet pas à votation le projet d'ici à 2027. C'est-à-dire que la Confédération helvétique est une confédération qui fonctionne par démocratie directe, pour les grands projets, les petits projets, par territoire. Comment un CIO peut imposer à un pays dont le principe est la démocratie directe, d'enlever ce principe-là pour les JO, et comment une France se devient seule éligible, puisqu'on ne demanderait pas à la population? Demandons à la population, faisons-le ce référendum en fait. Et puis quand on parle des JO durables, ils se moquent un peu du monde. On est à des émissions, quand on parle de ski, de modèles du ski dans nos vallées, on dit qu'il y a plus de 50% des émissions qui sont liées à la mobilité. L'avion vert d'ici 2030, on rêve un peu. Construction de rails jusqu'en haut des montagnes, on rêve un peu. Mobilité, ils vont construire 2-3 grosses remontées mécaniques depuis la vallée, ça s'appelle des ascenseurs valéens, c'est la nouvelle lubie. Depuis les vallées jusqu'en haut, on va mettre quelques personnes qui vont transiter là-dedans. À quel coût et à quelle exploitation, c'est pas trop. On ne sera pas décarboné au niveau de la mobilité, qui est le vrai enjeu. On ne sera pas décarboné au niveau du deuxième enjeu en montagne, c'est la rénovation énergétique. Quand 3/4 des logements, des plus de 3 millions, sont des logements chauffés fioul ou gaz et qu'on est en passoire énergétique, on devrait rénover aujourd'hui 3/4 des 3 millions de logements, sachant qu'ils vont construire du neuf, on peut oublier. Donc le vrai sujet de décarbonation et des enjeux, des réductions drastiques des émissions, on n'y est pas du tout. Le durable, il est là. Hein. C'est pas parce qu'on va mettre 10 dameuses électriques, et encore ils disent hydrogène, alors allez, on va essayer de mettre de l'électrique qui est un peu moins pire. On n'y est pas. Oui, j'allais dire, les dameuses électriques, c'est un pansement sur une jambe... Alors, sur une jambe de bois gangrénée, quoi. Alors, à l'échelle du territoire, si on parle émissions pures, il y a mobilité, qu'est-ce qui émet hein? Il y a mobilité, les fameux passoires énergétiques et les dameuses, puisque quand on a 150 km de piste avec des engins au fioul lourd qui circulent toute la journée, c'est un vrai truc au niveau du territoire seul. Ils vont résoudre probablement cette problématique-là en partie, j'espère. C'est toujours ça le prix. Mais le reste des enjeux, quand on voit ce qu'on est dans nos vallées en mobilité, on n'aura pas de train. Quelle est la seule manière de décarboner et de parler durabilité en station aujourd'hui? C'est la mobilité. On devrait aujourd'hui travailler la décarbonation de la mobilité dans tous les territoires de montagne, qui est un véritable sujet, sans condition d'avoir les JO. Pour 1 milliard, on ferait quand même pas mal de choses. Mais ça veut dire qu'on devrait avoir déjà depuis de nombreuses années des chantiers de train. Alors si Laurent Wauquiez peut-être a des équipes sous le manteau pour fabriquer du rail qui monte les gens jusqu'en haut des montagnes, peut-être qu'il a ça dans le sac à dos, mais ce serait formidable, mais j'y crois pas trop. En fait, le calendrier ne permet pas de parler de jeux durables. Et puis quand on parle de la piste de bobsleigh, c'est quand même de la glace. On a 6800 mètres carrés de glace à fabriquer dans ce serpentin, qui est un frigo à ciel ouvert. Allez faire tourner votre frigo quand il fait chaud. L'année dernière, au mois de janvier, on avait 15 degrés à 1500 mètres. Il n'y a pas de raison pour qu'en 2030, on ait plus froid. On va quand même faire fabriquer cette glace avec de l'eau, de l'énergie. On a toujours la même problématique. Je veux bien faire avec l'existant, mais quand ce sont déjà des gabegies, ou pas comment on dit, énergétiques, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est pas normal. Et d'un point de vue philosophique, est-ce qu'il est encore une fois normal de gonfler l'imaginaire des territoires de montagne qui, bon an, mal an, essaient de parler transition depuis quelques années? La transition, on va la mettre de côté.
jusqu'en 2030, parce qu'on va travailler la neige, le blanc. Et puis après, il va falloir rentabiliser. Donc on en reprend pour 20-30 ans. Eric Adamkiewicz, quand on s'est parlé avant l'émission, je vous ai dit naïvement, mais ça va quand même ramener du monde, ces JO, donc de l'argent. Et vous m'avez dit, mais pas du tout, en fait, parce que Albertville, par exemple, ça n'a ramené personne. Alors, c'est pas que ça a ramené personne. C'est-à-dire que le responsable, le directeur de l'agence de tourisme locale de l'époque avait déclaré lors d'un congrès à Barcelone en 2001 que les taux de fréquentation de la Savoie, pour retrouver leur taux d'avant 92, il avait fallu attendre 98. C'est-à-dire que pendant 6 ans, il y a eu moins de fréquentation en Savoie après les Jeux Olympiques de 92 qu'avant. Et ça avait été une grosse surprise parce que les clients, pour des questions tarifaires, pour des questions d'accessibilité, puis parce que la communication à l'époque n'avait pas été top, se sont dit bon, on va aller ailleurs, ça va être le cirque. Et ils ont découvert les Alpes, ils ont découvert la Haute-Savoie, ils ont découvert les Alpes du Sud, ils ont eu leur clientèle qui a augmenté. Donc il y a un effet d'éviction qui existe à chaque fois. Notez que par rapport à ce que vous avez montré tout à l'heure sur vos collègues sur les Jeux Olympiques, on les a. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucun qui a dit « Ah oui, dialogue ciblé, peut-être qu'on ne l'aura pas ouais. ». Ils ont tous enchaîné en disant bah, « C'est bon, on a les Jeux, tout va très bien, Madame la Marquise ». D'autant plus qu'on ne fera pas de référendum. Et alors, ce qui est très intéressant dans une démocratie comme la France, c'est que les Jeux Olympiques d'hiver n'étaient pas dans les programmes ni du président de la région Sud, ni dans le programme du président de la région Aura, Laurent Wauquiez. Et en fait, comme ils ont été élus et que le programme apporte peu, ils peuvent décider sans demander à l'ensemble de la population. Et c'est bien l'ensemble de la population française qui devrait se positionner, puisqu'il y a des contrats État-région. Renaud Muselier vient d'en signer un pour ses transports, il est déjà à 1,5 milliard. Exactement le coût des Jeux Olympiques annoncés pour 2030. Donc, on a des sommes qui vont être engagées par l'État, c'est-à-dire que ça concerne tous les Français. Et petite précision, je pense qu'il fallait absolument avoir l'obtention de ces Jeux avant que l'on fasse le bilan de Paris 2024, puisque comme on n'a pas encore l'estimation du coût réel des Jeux qui risquent d'exploser en raison des coûts de sécurité, il fallait vite se dépêcher d'avoir les Jeux Olympiques, parce que après les Français risquent de dire ah ben non, finalement ça coûte trop cher et ça porte pas assez. Et donc c'était une opportunité, indépendamment des ambitions des 3 porteurs de projet que sont le président du CNSF, David Lapartien, que ce soit Laurent Wauquiez pour l'Élysée ou que ce soit le renouvellement de mandat de Renaud Muselier. Vous pensez que c'est leurs 3 ambitions personnelles qui portent le projet à elles seules, presque ? Ça peut pas être un projet de territoire, puisque le projet de territoire était cohérent pour Renaud Muselier entre la région Sud et l'Italie, et d'un seul coup, en 4 mois, ça devient cohérent entre les Alpes du Nord et Alpes du Sud, et c'est tellement développement durable qu'on va faire deux patinoires à Nice, alors qu'il y a des patinoires qui auraient pu être utilisées et à Palognan ou même à Grenoble, et que la cohérence, on la cherche. Et cerise sur le gâteau, on ne sait pas si finalement, dans le tango olympique, Val d'Isère fait pas partie, Isola 2000, ils sont dedans, ils sont pas dedans. Oui, ils sont plus dedans, mais en fait, finalement, ils pourraient quand même revenir dans le circuit. C'est absolument sidérant. Mais c'est bien que le projet, il n'était pas ni finalisé, ni construit, c'était simplement la com. Alors, dans cette marche forcée vers le tout-ski, il y a quand même des stations qui essayent de s'adapter, avec des solutions qui parfois tiennent du bout de ficelle, mais en tout cas, elles essayent. On regarde juste quelques solutions trouvées. Sur les pistes de ski, personne. Seules ces unités de production de neige sont en action pour préparer la saison hivernale. Si le domaine skiable de cette station est encore à l'arrêt, à seulement quelques mètres des télésièges, certaines activités accueillent déjà du monde. Des loisirs qui ne dépendent pas de la neige. Des activités pour tous les goûts. Cette station de ski voit grand et loin. Tyrolienne, mur d'escalade ou encore piscine. Au total, une quinzaine d'activités hors neige. Repensez le domaine pour avoir une offre à l'année. Car ici, la saison hivernale ne suffit plus. L'or blanc se fait de plus en plus rare. Pour sa transition, la station a décidé de se diversifier pour opérer sur 4 saisons. 12,5 millions d'euros ont été mis sur la table pour des parcours VTT d'hiver ou pour construire cette luge, ouverte 10 mois par an. En dépit des investissements, le modèle économique pour remplacer le ski reste introuvable. Remplacer le ski en tant que tel,
c'est simplement pas possible. Parce que très objectivement, c'est une usine à cash. Le ski alpin, c'est une usine à cash. C'est un modèle économique qui est unique. Ça a le mérite d'être franc et sincère, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un autre modèle à trouver? Parce que là, ce qu'on voit comme solution, alors on est retourné sur les fameuses machines à neige qui tournent à plein, et sur du bowling, de la tyrolienne et de la luge d'été, hiver, mais aussi d'été, on a du mal à comprendre comment ça va suffire pour pallier la disparition du ski. À terme, parce que c'est ça dont on parle à terme, c'est la disparition du ski quand même. Eh bien, oui, le ski est une machine à cash et il n'y a pas de modèle économique de remplacement. Il ne faut pas le chercher. Parce que, si on doit remplir ces fameux 3 millions de lits toute l'année plutôt que février, comment on fait? D'un point de vue structurel, flux de voitures, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Et si on imagine la montagne avec autant de pratiquants sur les 3 semaines chargées de février, tout le reste de l'année, c'est foutu, en fait. Il ne faut surtout pas. Ce qui m'a interpellée aussi, là, d'un Superbès. Oui, je ne l'ai pas précisé, mais les images sont tournées à Superbès. Les canaux Wisno. C'est une marque de canons qui équipe la station... qui est une particularité de ces canons, c'est qu'elle fabrique de la neige à température plus que positive. Donc nous, les gâtés de la montagne, on va dire oui, c'est du gros sel, c'est pas de la vraie neige. Ça permet de faire du blanc, d'étaler, puis derrière, la nuit, des fois, on y injecte un peu d'eau, donc ou du sel, on met du sel, ça fond un peu, puis la nuit, ça regèle. Mais en fait, ce sont des machines qui sont des gouffres énergétique, puisque quand on fabrique de la neige, c'est comme si vous amenez un frigo sur les pistes. Donc il va fabriquer déjà autant de chaud que de froid, parce que le principe mécanique est comme ça. Il fabrique de la neige à température jusqu'à, je l'ai vu sur un parking à Grenoble, jusqu'à plus 15-18 degrés. On ne parle pas du coût énergétique et on parle pas de la rentabilité de la station. Quand aujourd'hui on installe une station avec ce type de machine, à combien est-ce qu'on doit vendre un forfait pour parler un petit peu rentabilité? Donc on est dans cette fameuse montée en gamme où on perd encore du monde. Le choix stratégique de la station, là, c'est d'équiper ces canons-là. Et on ne parle pas de la ressource en eau non plus. C'est juste, on va y venir juste après. Cette machinerie, pour moi, c'est juste un scandale. C'est un scandale. Et puis, on parle de modèle économique. Quand on va en station et qu'on nous dit, oui, bon, bah, ok, on va plus avoir de ski, c'est quoi le modèle économique de remplacement? La copie est blanche. Il n'y a pas un économiste, il n'y a rien qui existe. Il faut inventer l'histoire, en fait. Et c'est là qu'on parle de perte de chiffre d'affaires. Il y a des maires qui quittent la table. Non, si on parle de perte de chiffre d'affaires, on quitte la table. Ils partent. Mais on est obligé, en fait. Et puis, est-ce que c'est mal? Non, il faut juste anticiper. Parce qu'encore une fois, si c'est un terrain de jeu pour certains ou une banque pour d'autres, il y a quand même des habitants sur les territoires à qui on fait croire que tout est sous contrôle. Quand ce sera plus rentable, les financiers vont se barrer. Les habitants n'auront pas anticipé. Depuis plus de 2011, bien avant 2011, on sait que le modèle du ski dans les Alpes du Nord doit se réformer face au réchauffement climatique. C'est un rapport de la Cour des comptes, 2011, puis ensuite 2018. On est là en 2023, on en reprend encore pour perpète avec les JO. On fait croire que tout est sous contrôle, mais non. Mais ce qui est difficile dans l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique de remplacement et que finalement, il ne faut pas les chercher quelque part ailleurs. C'est 9 milliards d'argent du ski. Il ne faut surtout pas les trouver sur un quai de saison ou même un été. Ce serait dramatique pour les territoires de montagne et pour tout ce qui est derrière la montagne. Eric Adamkiewicz, je reviens encore sur ces machines à neige parce qu'il y a une problématique qu'on n'a pas évoquée encore, c'est l'eau, évidemment, puisque pour fabriquer de la neige, c'est tout bête, mais il faut de l'eau quand même. Elle vient d'où, cette eau? L'eau, soit elle vient des nappes qui sont en dessous, soit elle vient du ciel. D'ailleurs, j'ai coutume de dire que quand on parle de l'or blanc, c'est une comparaison facile avec l'or noir ou l'or tout court, mais en fait, quand c'est le pétrole ou quand c'est l'or, c'est la notion de filon qui était finie, existait. C'est-à-dire qu'on savait qu'à un moment, on allait avoir épuisé le stock. Le problème de l'or blanc, c'est qu'on a pensé pendant très longtemps que il tombait du ciel, au sens propre comme au sens figuré, et qu'il allait tomber régulièrement. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'on va passer d'une situation conjoncturelle
une année sans neige sur 5, à un phénomène structurel qui fait qu'on va être peut-être en situation inverse, c'est-à-dire qu'on aura une année sur 5 avec de la neige. Et comment on fait pour vivre le reste du temps ? Et si la neige ne tombe pas, et si les réserves d'eau sont pas là, on aura du mal à produire, y compris s'il commence à faire très chaud, ou les phénomènes comme aujourd'hui. Moi, j'ai malheureusement la vue là sur le massif de Beldon, il a plu pendant toute la semaine, et ça vient rincer les hauteurs. C'est-à-dire qu'on a des phénomènes climatiques qui s'accentuent, et on n'avait pas prévu ça. C'était pas prévu du tout que la perturbation climatique allait limiter les chutes de neige, et même allait mettre des séquences où on allait avoir des grosses chutes d'eau jusqu'à 2500 mètres, et ça lavait le territoire. Et alors, ce qu'on ne sait peut-être pas, ce que ne savent peut-être pas les gens qui nous regardent, c'est que, en fait, cette eau, on la capte aussi. Puisque on a aujourd'hui des retenues, des bassines collinaires, ce qu'on appelle les bassines collinaires, qui en fait, vous m'arrêtez tous les deux si je me trompe, fonctionnent sur le même système que les fameuses méga-bassines dont on a beaucoup parlé récemment, notamment à Sainte-Soline, qui en fait captent l'eau qui ruisselle de la montagne pour en faire quoi de cette eau ? Alors, retenue collinaire, idéalement, ce serait un trou, une piscine avec un liner collinaire qui serait rempli par ruissellement. Ce qui serait finalement le moins pire du reste. Le principal des retenues d'altitude aujourd'hui sont des retenues qui stratégiquement sont donc en altitude, sont remplies par captage des sources et des torrents, ce qui pose un problème sur ce qu'on appelle le partage de l'eau en fait. Quand on capte des sources et des torrents pour remplir ces retenues d'altitude, quand ce sont des sources de montagne, elles sont quasi propres. On a beaucoup entendu parler de la Clusaz par exemple. Cette 5e retenue d'altitude, 5e, serait remplie par captage de la source qui alimente le village en eau potable. On décide de prendre cette quasi-eau potable pour la mettre dans une bassine où l'eau croupit. Dommage, c'est de l'eau potable au départ. Comme ils ont compris que ça pose un problème quand même d'image et d'éthique, on parle aujourd'hui de retenue multi-usage. Parce qu'il faut des déclarations d'utilité publique pour aujourd'hui le faire. Quand Laurent Wauquiez dit le plan c'est d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle, il faut augmenter le nombre de retenues, donc de captage des sources, des torrents. Normalement, il y a des lois sur l'eau qui font qu'on doit observer des débits minimums, mais quelquefois, comme aussi a dit ce fameux préfet dont j'évoquais tout à l'heure sans dire son nom, pas vu, pas pris. C'est-à-dire qu'en période de grande sécheresse, quelquefois ça remplit. C'est-à-dire que concrètement, qu'on comprenne bien, l'eau de ces retenues, elle sert à quoi ? Uniquement à la neige artificielle ? Le principal des retenues d'altitude aujourd'hui, qui sont des retenues d'altitude et du coup pas collinaires, parce que ça ne ruisselle pas, des bassines, sont utilisées pour fabriquer de la neige. Puisque cette neige n'est plus une matière première, c'est une matière fabriquée. On utilise l'eau de source, alors qu'on sait que les Alpes sont les châteaux d'eau potable et les châteaux d'eau douce de l'Europe. On atteint ce qu'on appelle les petits et les grands cycles de l'eau, les bassins versants. Quand on assèche une source en montagne, on assèche le torrent qui descend de cette source. On y tue donc déjà toute vie piscicole. Il y a un effet sur l'impact et la biodiversité écosystème. Et puis chez nous, quand on assèche ou quasi assèche des torrents, on a le Fier dessous qui n'alimente plus le Rhône. C'est bizarre, notre président Macron est allé voir la Suisse pour qu'on ouvre les vannes du Rhône parce qu'il faut plus d'eau dans le Rhône. Mais en fait, tout ça est modifié par la neige artificielle. On dit aujourd'hui que pour skier, il y a 28 millions de mètres cubes d'eau qui sont utilisés chaque année pour fabriquer la neige. C'est l'utilisation en eau d'une ville comme Grenoble. Quand le projet est d'augmenter les taux de couverture neigeur, on augmente les prélèvements. Et tout ça pose un problème de gestion des ressources et d'utilisation des ressources. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau en montagne ? Qui des activités récréatives ? Qui des habitants ? Qui des alpagistes, des agriculteurs ? Qui de l'hydroélectricité, qui est un sujet en montagne ? Qui des industries doit avoir la priorité sur l'eau ? Les 7% de Français qui skient. Et quand on parle de 6 mois de sécheresse ou de stress hydrique dans certaines régions, qu'est-ce qu'on fait juste ? Des usages de l'eau et des prélèvements. Ça, c'est un véritable sujet. Alors, je voudrais qu'on s'arrête une seconde
plus d'une seconde même, sur un document qui a été révélé par Blast, qui est un document interne à l'ANMSM, c'est dur à dire 3 fois rapidement, donc c'est l'Association nationale des maires de stations de montagne, et qui, en gros, arrêtez-moi si je me trompe, Eric Adamkiewicz, mais est une notice pour comment vendre ces fameuses retenues et ces fameuses bassines. Et je voudrais qu'on s'arrête sur le vocabulaire qui est utilisé dans ce document, parce qu'il est assez incroyable. Pour parler des opposants à ces bassines, voilà comment on en parle. L'agenda caché, imposer la décroissance. En réalité, les mouvements qui sont les moteurs de ces contestations, Extinction Rébellion ou les soulèvements de la Terre, n'ont pas pour seul objectif de défendre une meilleure utilisation de l'eau. Leur véritable combat vise à contraindre nos sociétés à rompre avec leur système de production et de consommation. Ils préparent des pénuries qui nous obligeront à emprunter la voie de la décroissance à laquelle ils aspirent. Et alors, je m'arrête là, mais le discours continue sur des pages entières. Eric Adamkiewicz, qui a réalisé ce document? Et qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai découvert ce document. Ce sont des éléments de langage donnés aux maires pour justifier de l'existence et de la construction des retenues collinaires et des bassines. Et comment ils vont faire pour gérer la crise de l'eau. Voilà, ce sont des éléments de langage qui sont présentés. Ce qui est assez saisissant, c'est de voir que, en fait, derrière, on est en train d'expliquer qu'en s'attaquant à l'eau, on s'attaque à la culture de la montagne. On est dans un positionnement qui est assez, de mon point de vue, assez surréaliste. On a l'impression d'être face à presque des survivalistes. Hein. Oui, parce que dans le document, on a l'impression de lire un combat de civilisation. Hein. On parle de militants qui sont contre le pastoralisme, contre la culture de la montagne, contre le tourisme, contre la culture du ski. Enfin bref, tous les attributs habituels de la montagne, quoi. Oui, pour moi, c'est un discours survivaliste. On est sur tout le monde nous attaque, personne ne nous aime, armons-nous pour nous défendre. Alors là, pour l'instant, on est sur de l'armement en termes de vocabulaire, mais c'est assez stupéfiant comme lecture. Est-ce que vous avez l'impression que ça infuse? Est-ce que vous avez retrouvé ce discours, vous, chez certains maires ou chez certains promoteurs de ces fameuses bassines? Alors d'abord, il faut rappeler que le document, il date de juillet 2022, hein, donc il est tout neuf. C'est-à-dire que, pour moi, très clairement, c'est la suite de ce qui s'est passé avec l'histoire de la Clusa, où ça a été un choc, où certains élus ont découvert qu'en fait, ils ne pouvaient plus faire comme avant. C'est-à-dire qu'avant, ils faisaient comme ils voulaient. Et qu'on allait dans le sens du progrès et tout allait très bien. Et je vais me permettre un lien avec la candidature des Jeux Olympiques. C'est-à-dire que dire qu'on va organiser les Jeux en 2030 pour se servir de l'existant et de faire un projet durable, en fait, c'est un discours du siècle dernier, puisqu'on est toujours sur l'aménagement en raison d'un événement. C'est pas on organise un événement parce qu'on est prêt et qu'on a tout ce qu'il faut pour l'organiser, c'est qu'on se sert du prétexte d'un événement pour aménager en fonction pour cet événement. Et la grosse difficulté, c'est que l'énergie et les moyens qu'on va mettre par rapport à cet événement, on ne va pas les mettre sur autre chose. On ne va pas les mettre sur la transformation du modèle. Et tout à l'heure, la personne de Métabier expliquait que le ski, c'était une machine à cash. Métabier, c'est un peu le mauvais exemple pour les stations. C'est-à-dire que c'est eux qui ont, suite à l'étude, ont dit dans 15 ans, on n'aura plus neige, donc on va préparer la transition. Et eux, ils n'ont pas dit on arrête le ski, ils ont dit on va réorienter nos investissements, y compris dans la gestion de l'eau. C'est là où ils sont extrêmement novateurs et visionnaires, c'est-à-dire qu'eux, ils ont pris en compte le fait que le dérèglement climatique allait perturber leur écosystème et donc ils vont devoir réfléchir et ils ont réorienté leurs investissements. Ils n'arrêtent pas le ski. Ils disent simplement on ne va pas s'endetter pour des choses qui ne fonctionneront plus à terme. Alors que chez les autres, et d'ailleurs c'est assez surprenant, c'est que le discours est le même que ce soit les Alpes du Nord, les Alpes du Sud ou les Pyrénées. On aura de la neige, quoi qu'il en coûte, jusqu'en 2050, voire 2060. Ils sont tellement optimistes que, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils annoncent qu'il y aurait de la neige en 2030. Ils sont tous devenus des spécialistes des chutes de neige. Personne ne peut le prévoir, mais eux, ils arrivent à le décider. Et derrière, effectivement, il y a la gestion de la ressource en eau. Et on voit bien que ça devient un enjeu central, parce qu'ils se sont rendus compte aussi que c'était un sujet
que tous les Français étaient capables de comprendre et que ça risquait de leur poser des problèmes en termes de communication. Valérie Pommier, sur ce document de l'ANMSM, on a parfois l'impression de lire ça fait penser à d'autres débats, par exemple sur la chasse. On a l'impression de lire ce même débat entre les traditions et les méchants écolos. Est-ce que vous retrouvez ce discours déjà ? Je précise que ce document date de juillet 2023, parce que vous avez dit 2022 tout à l'heure, mais c'était... Ah, pardon, oui. Oui, non, c'est pas grave. Il date de juillet 2023, donc il est vraiment très récent. Est-ce que vous retrouvez ces arguments déjà dans la bouche de certains élus, maires, acteurs du secteur ? Tout le temps. La NMSM, c'est une fédération de tout un tas de plus de 100 stations de montagne. Donc, dans les maires qui sont, par exemple, au conseil d'administration de la NMSM, on l'entend tout le temps. On emprunte l'eau qu'on rend à la nature. Ce sont des lacs, ce ne sont pas des retenues. Sur Google, vous regardez, des fois je change les noms sur Google, ça m'énerve, mais ce ne sont pas des lacs, ce sont des retenues. On doit faire aujourd'hui le distinguo de ce qui est naturel ou pas. Là, je lis, les lacs d'altitude, les retenues s'intègrent dans le paysage sans perturber les écosystèmes. Mais quel hydrologue a pondu ça ? Personne. Il y a un moment, moi aussi, je peux faire plein d'argumentaires pour tout un tas de monde, parce que j'ai envie, en fait, et parce que ça fait plaisir à mes adhérents. C'est juste un lobby. En fait, quand on garde en tête que l'ANMSM, c'est un lobby qui travaille pour ses propres intérêts, il faut juste regarder 2-3 mots et on dit non mais ils travaillent pour leurs propres intérêts. Donc on a compris. C'est grave. Pour moi, c'est extrêmement grave. Moi, je m'étais dit, je ne vais pas parler partisans ou trop politique, on va parler de modèles, on va parler d'habitants, de nouveaux récits, d'imaginaires. Mais le discours est complètement faussé. On est obligé de parler politique. Document d'Olivier Vial présenté au conseil d'administration 22. Qui est Olivier Vial ? Moi, si je vois sur Internet qu'il est Olivier Vial, ça me fait peur en fait. Alors, il faut préciser qu'Olivier Vial, justement, qui c'est un homme qui est invité régulièrement dans des conventions, par exemple d'Éric Zemmour ou du Rassemblement national, qui est classé très très à droite et qui, je crois que c'était une enquête, encore une fois, de Blast, qui expliquait la droite dure murmure à l'oreille de Laurent Wauquiez, puisqu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux promoteurs du tout-ski. Et c'est ce qui fait peur, parce que on va dire les maires de montagne aujourd'hui se présentent souvent sous des étiquettes, pendant les municipales, sans étiquette. Quand on lit ça, on se dit non mais ils ne sont pas du tout sans étiquette, ou alors est-ce qu'ils ont compris l'enjeu, ou alors est-ce qu'ils sont aussi naïfs et peu informés qu'on ne leur présente pas, que le président de la NMSM ne leur dit pas, au fait, qui signe ce genre de rapport, qui paye ce genre de rapport. C'est bien cette fédération qui regroupe tous ces maires de montagne. Quand je vois qu'il y a comme vice-président à la NMSM, il y a quand même des maires des Aravis qui, moi, je les ai vus en face de moi lors de ces trucs de la Clusa, utilisent toute cette rhétorique-là et le répètent à leurs habitants. Si on n'a pas la curiosité d'aller voir un contre-discours ou la vérité, ou d'autres médias que des médias qui reprennent ça, eh ben on n'a pas la vérité. Donc aujourd'hui, il faut expliquer aux associations, parce qu'aujourd'hui on va dire les montagnes se soulèvent, on parle des soulèvements, mais les montagnes se soulèvent, il y a des associations d'habitants partout qui remettent en cause certains projets, qui se posent la question de qu'est-ce qu'on fait de notre territoire à moyen ou long terme. Et moi je me fais un malin plaisir, et ils doivent savoir que ce genre de discours-là, c'est hyper politisé, on s'en sert pour banaliser un sujet qui est l'eau, qui est extrêmement grave. Olivier Vial, on ne choisit pas sa famille, mais c'est le frère de Cédric Vial, qui est un sénateur savoyard, finalement assez proche de Laurent Wauquiez. Alors peut-être qu'ils ne s'entendent pas, mais peut-être qu'ils s'entendent. Il y a des mélanges des genres qui sont extrêmement gênants dans toutes ces rhétoriques-là. Quand je vois certains journaux locaux chez nous, des médias locaux, on retrouve par bribes quelques phrases qui sont piochées complètement de ce rapport, qui n'est pas scientifique. Et c'est ça que moi... Comment on a le droit aujourd'hui, sans être retoqué, d'utiliser ces rhétoriques mensongères ? Pour moi, c'est extrêmement grave. Alors, je voudrais qu'on termine cette émission avec une problématique qu'on a un peu découverte avec Adèle Bello, qui m'a aidé à préparer cette émission, qui est notre journaliste documentaliste. C'est celle des équipements abandonnés. C'est un sujet qu'on n'avait quasiment jamais vu dans les médias français, mais on l'a retrouvé en Suisse à la RTS. Ils ont enquêté à la fois donc, de leur côté des Alpes et du nôtre. Trop d'investissements à faire, pas assez de rentabilité. En 2010, la station ferme. Depuis, les installations pourrissent aux 4 vents.
Le bâtiment lui-même est devenu un danger. Les murs sont bourrés d'amiante qui se disperse avec le vent et les sols sont probablement pollués par des métaux lourds. Mais personne ne veut assumer un démantèlement chiffré à plusieurs millions. Cantons et communes se renvoient la balle. Combien sont-elles ces stations fantômes, ces remontées mécaniques abandonnées qui rouillent dans nos paysages? La réponse se trouve à Berne, dans les locaux de cette ONG de protection du paysage. Depuis des mois, Louisa Dubzer mène un travail de fourmi. Cette Bernoise d'adoption recense toutes les remontées mécaniques à l'abandon. Elle nous dévoile en primeur ses résultats. Au total, 65 installations sont déjà obsolètes. En France, le phénomène est massif. On recense déjà 168 stations fantômes dans les montagnes françaises. Les installations sont comme des verrues dans les paysages dont personne ne s'occupe. Alors des citoyens pallient le manque d'action de l'État. Ouais, bravo! Ce jour-là, une vingtaine d'entre eux entreprennent le démontage d'un ancien téléski dans le Jura français, à 2 pas de Genève. C'est pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on va leur laisser en montagne? Une montagne avec des pylônes rouillés, avec des barbelés, avec des produits toxiques. C'est le risque majeur. Eric Adamkiewicz, question peut-être un peu grandiloquente, mais est-ce que les stations de ski sont des bombes écologiques? C'est-à-dire que, est-ce qu'on va se retrouver dans 30, 40, 50, 60 ans avec que des installations abandonnées, obsolètes et dangereuses? Alors moi, je ne suis pas Nostradamus. Moi, je travaille sur des documents scientifiques et sur des analyses de terrain. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Le risque, un des risques, c'est qu'on ait des friches importantes en station, puisqu'on a trop de lits, les lits froids, je ne reviens pas dessus. Le risque, c'est que si le modèle économique n'est pas transformé, forcément, on risque d'avoir de très mauvaises surprises. Après, certains imaginent qu'on va avoir un sauvetage parce que ça va être des sites préservés en cas de grosse canicule et on pourra aller se réfugier en montagne. La question est, aujourd'hui, en fait, on n'arrête pas le bulldozer. Et le plan neige qui a débuté dans les années 60, on n'avait pas prévu de l'arrêter et on ne l'arrête toujours pas. Et c'est pour ça que lorsqu'on a, et notamment avec Valérie, on a réédité, avec l'aide de Guillaume Desmurs, on a réédité La neige empoisonnée, qui était un ouvrage qui était fait par un journaliste en 1975, parce qu'en relisant cet ouvrage, on s'était rendu compte que le diagnostic était posé depuis 50 ans. Et en fait, on n'a pas arrêté ce que j'évoquais tout à l'heure, malgré le discours de Val-Louise et les déclarations de Valéry Giscard d'Estaing, on n'a pas arrêté de construire en montagne et on ne sait pas s'arrêter aujourd'hui. On est un certain nombre à demander un moratoire sur la construction des résidences touristiques nouvelles et n'autoriser que les résidences permanentes et éventuellement un peu d'hôtellerie et de restauration et d'hébergement semi-collectif, mais arrêter les résidences touristiques. Et depuis 50 ans, on continue. Donc, à un moment, faire couler le béton et tourner les toupies, ça risque d'avoir ses limites. En plus, on accompagne ça d'un discours de montée en gamme. Donc, on est loin d'une approche populaire de l'accès à la montagne. Donc, tous les ingrédients sont réunis pour préparer une catastrophe. Mais elle n'arrivera peut-être pas, ou peut-être pas tout de suite. Valérie Pommier, vous me disiez, la fameuse aiguille du Midi, par exemple, est l'un des exemples de ces installations dont on ne sait pas très bien ce qu'on va faire, quoi. Alors, on a aujourd'hui cette aiguille du Midi, qui est symbole de Chamonix, du Mont Blanc, qui est exploitée, qui est une machine à cash phénoménale. Tant mieux pour les exploitants, on va dire. Tant mieux pour eux, si c'est leur business qui fonctionne. Mais on sait aussi, par le même, qu'avec le réchauffement climatique, le pergélisol fond. Le pergélisol, c'est un peu le ciment des montagnes. Ce sont normalement des neiges, des glaces éternelles qui tiennent nos montagnes. En fondant, elles déstabilisent la montagne. Ce pergélisol déstabilise toute la montagne en général et particulièrement dans le Mont Blanc. Qu'est-ce qu'on fait d'une aiguille du Midi, qui est ce qu'on connaît de ces grandes
Qu'on voit à l'image Voilà, pour ceux qui alors, ne connaîtraient pas l'aiguille du Midi. Voilà, et alors on a cette espèce on peut dire que les complotistes pourraient dire que c'est un missile. Expliquons juste que c'est en fait une tour d'observation, de panorama, quoi. On lui Voilà, montre pour, mais il y a une véritable galerie géante, galerie marchande gigantesque à 3800 mètres. C'est un business de fou. Il y a une cage en verre pour aller voir le pas dans le vide, dans le verre. On est au-dessus de la vallée de Chamonix. C'est une installation mais phénoménale. Hein. On a en dessous, on a 2 sites en fait. C'est phénoménal. Avec ce pergélisol qu'ils font, il est dit que probablement, on va pouvoir exploiter l'aiguille du Midi d'ici à 10 ans, ce qui est hyper court terme pour la montagne. Qui enlève ça? Qui se récupère la friche de 3800 mètres? À quel prix? Comment? Et puis moi, je me pose la question d'un point de vue rentabilité, puisqu'on parle sur un modèle qui est une véritable cache machine. Quelle va être l'alternative pour la compagnie du Mont Blanc qui exploite ça pour garder sa cache machine ailleurs? C'est-à-dire qu'il va construire autre chose, un truc qui ramène autant. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces immenses friches? Quand on parle d'une station comme La Plagne, 67 000 lits à La Plagne, un jour, on va jamais pouvoir remplir 67 000 lits. Est-ce qu'on va se retrouver avec des barres d'immeubles type à la Shining où on aura finalement du béton? Le béton, quand il est coulé, il est là pour une centaine d'années. Qu'est-ce qu'on va faire de ces friches à un moment donné où finalement, physiquement, ça va s'arrêter? On n'est pas en crise climatique, on est en dérive, et on n'est pas en crise énergétique, on est en dérive. Tout ce phénomène-là va s'amplifier. En le sachant physiquement, on devrait aujourd'hui planifier une sortie et une anticipation. Et on a ces friches qui vont d'habitation et de modèles touristiques qui vont rester. Et encore une fois, c'est triste pour qui? Les habitants des territoires. Enfin, je trouve. Eh ben, on va s'arrêter. C'est ce que Métabier a très bien compris, d'ailleurs. Répétez, parce que je pense qu'on ne vous a pas entendu. C'est ce que Métabier a très bien compris, c'est-à-dire que eux, pour survivre, ils vont se transformer. Transformer pour survivre, je pense que ça peut être le mot de la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus discuter montagne avec nous aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je vous rappelle que la campagne de dons annuelle d'Arrêt sur Image est encore en cours, donc allez-y, on a besoin de soutien parce qu'on ne fonctionne qu'aux abonnements et aux dons. Et puis je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve du coup en 2024. Salut à tous. Depuis 2008, nous avons publié plus de 20 000 contenus en accès gratuit pour rendre l'information accessible à toutes et tous. Nous avons mis en lumière les conditions de travail précaires des journalistes dans certains médias, nous avons révélé des plagiats, débunké des fausses informations, et chaque mois nous produisons des dizaines d'articles, des heures d'émissions, des chroniques, dans un seul but, vous permettre de ne plus subir l'actualité, et surtout la façon dont les grands médias vous la présentent. À Arrêt sur Image, on révèle que certaines figures médiatiques sont en fait peu légitimes sur leur sujet. C'est ce que j'ai remarqué au sujet de Gilles Kepel, invité partout pour parler d'Israël, de Gaza et de terrorisme. Et ce, alors qu'il n'a produit aucune étude reconnue sur aucun de ces sujets depuis des décennies. Notre journaliste Pauline Box s'est par exemple demandé pourquoi Samira Sitaï, invitée sur BFM TV et C'est à vous, était régulièrement présentée comme simple journaliste alors qu'elle est communicante et très proche de la monarchie marocaine. Et bien quelques semaines après la publication de notre article, elle a été nommée ambassadrice du Maroc en France. Sans notre travail, vous n'auriez pas su non plus que les États généraux de l'information, lancés par le gouvernement auprès de tous les Français et toutes les Françaises, n'ont suscité que 210 contributions citoyennes écrites. J'ai aussi pu montrer, dans cet article, que l'opération du gouvernement n'avait recueilli que 2000 votes à une semaine de la clôture du site internet. Sans nous, vous n'auriez pas su que l'Express avait fait la promotion de l'hôtel de son propriétaire Alain Veil, sans jamais indiquer que l'hôtel dont il était question avait le même patron que le magazine. Savourer des menus gastronomiques exceptionnels venus du terroir méditerranéen, profiter des séances de sport et de bien-être dans un espace de 2000 m² dédié à la santé. Et qu'Alain Veil, en rachetant l'Express en 2019, avait refusé de signer la charte d'indépendance héritée du précédent propriétaire, Patrick Drahi. Nous avons aussi révélé de nombreuses affaires de plagiat. Notre journaliste Maurice Midena a par exemple enquêté sur la chroniqueuse Rachel Kahn. Il a révélé qu'elle avait été renvoyée de Radio Classique pour avoir plagié mot pour mot plusieurs chroniques d'autres journalistes, voire carrément des textes écrits par des entreprises. On vous a aussi raconté à quel point il était difficile pour les journalistes d'enquêter sur Cyril Hanouna et TPMP à cause de la terreur qu'inspire son animateur-producteur à ses salariés et chroniqueurs, même quand ils ont quitté l'émission depuis plusieurs années. On est aussi là pour poser des questions difficiles. Pourquoi, quand le professeur Dominique Bernard a été tué à Arras, les médias ont parlé de Samuel Paty et ont oublié Agnès Lassalle, professeur tuée début 2023 ? La réponse n'est pas si simple, et j'ai tenté de vous le montrer.
Autre exemple, lorsque le journaliste libanais Issam Abdallah a été tué en octobre 2023 en plein conflit entre Israël et le Hamas, les médias ont été très prudents pour raconter les circonstances de sa mort, et ce alors qu'on savait déjà qu'il avait été pris pour cible par un tir israélien. Pauline Bock a enquêté sur cette difficulté des médias à qualifier les faits, y compris dans une agence comme Reuters. Sans nous, vous n'auriez pas su non plus que les sites de la presse féminine comportaient des profils inventés de toutes pièces, avec de fausses photos, parfois pour protéger les rédactrices d'insultes sexistes, mais aussi parce qu'elles avaient honte de signer des articles bas de gamme et sensationnalistes pour faire du clic. On vous propose aussi des reportages, comme celui de Maurice Midena à Callac, en Bretagne. Dans cette commune, l'extrême droite locale a lancé une campagne de désinformation auprès des médias pour s'opposer à un projet de centre d'accueil de réfugiés. Nous avons aussi décortiqué l'une des pratiques préférées des médias bollorisés, la clause de confidentialité. À Canal+, iTélé ou dans le groupe Prisma, chez Europe 1, à Paris Match et récemment au JDD, les journalistes qui veulent quitter l'aventure se voient imposer la signature d'un document qui les empêche de parler de leur expérience dans leurs ex-rédactions. On a enquêté sur cet achat de silence et son poids sur la liberté d'expression des journalistes. On aime aussi regarder comment les médias nomment les choses et les gens. Maurice Midena a par exemple montré qu'Olivier Babot, longtemps présenté dans les médias comme économiste, est en fait enseignant en sciences de gestion, mais surtout patron d'un think tank libéral et consultant auprès de grandes entreprises. Mais sans vos dons, rien de tout ça ne pourrait exister. Il y a quelques mois, nous vous annoncions que les comptes d'arrêt sur image n'étaient pas très bons. La cause, une perte continue d'abonnés, jusqu'à plusieurs centaines par mois, alors que vos abonnements représentent 90% de nos revenus. Notre campagne de septembre nous a permis de convaincre 1500 nouveaux asinautes, mais la route est encore longue. Ce travail d'analyse et de critique médiatique demande du temps, des moyens, et n'existerait pas sans votre soutien constant. Et pour nous permettre de lancer de nouveaux projets, et croyez-moi, on en a encore sous le coude, nous avons encore besoin de vous, alors à vos dons, et soutenez Arrêt sur Image.